Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 4 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner si ce n'est déjà fait et de liker la vidéo. Des manifestations en hommage à Thomas ont été interdites dans plusieurs villes de France. Des citoyens se plaignent du fait que le gouvernement déploie de lourds dispositifs pour empêcher ces manifestations qui sont pacifiques et dignes dans la majorité des cas, mais qu'en revanche, les délinquants jouissent d'un laxisme judiciaire, voire d'une passivité totale de la part de l'État. Une colère qui se fait de plus en plus entendre au sein du peuple français. Il y a eu cependant une timide exception. Ce vendredi soir, un rassemblement en hommage à Thomas à Paris a été autorisé in extremis par la justice malgré l'interdiction initiale du préfet de police. Le tribunal administratif a suspendu cette interdiction, estimant qu'elle portait atteinte à la liberté de manifester. Des internautes ont souligné que contrairement à certains discours, les participants étaient en majorité des patriotes honnêtes et non violents. La manifestation s'est déroulée sans heurts. Un important dispositif de police avait été mis en place. Et au sein de la NUPES, les tensions persistent. Jean-Luc Mélenchon a évoqué la fin de la coalition de gauche et a critiqué les socialistes et les Verts. Olivier Faure du PS et Marine Tondelier des Verts ont exprimé leur désaccord face à ces propos. Pour le moment, en tout cas, la NUPES n'a pas trouvé le chemin d'une cohésion claire. Et de violentes intempéries ont touché Rissoul dans les Hautes-Alpes, laissant un torrent en crue traverser le village. De nombreux groupes se sont mobilisés, en plus des 269 pompiers déjà dépêchés sur place. Il faudra ensuite désenclaver la région et restaurer les infrastructures. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va revenir sur l'attentat de samedi soir. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Samedi soir, près de la Tour Eiffel, une scène d'horreur s'est déroulée. Vers 21h, un individu armé d'un couteau et d'un marteau a attaqué des passants sur le pont Bir Hakeim. Résultat, un jeune touriste germano-philippin de 23 ans a perdu la vie et 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Vous le savez, cette tragédie intervient dans un contexte déjà tendu, moins de 2 mois après une attaque similaire à Arras. Et l'assaillant, identifié comme Armand Rajabpour Miandwab, un Français d'origine iranienne, était déjà connu des services de justice pour ses penchants islamistes radicaux et ses troubles psychiatriques. Ses cris fanatiques et une vidéo publiée au moment des faits ne laissent aucun doute sur la nature de son acte. Alors, comment et pourquoi ce jeune homme a-t-il pu commettre un tel acte? Les autorités sont sur le qui-vive, mais la nation se demande comment réagir face à une nouvelle forme de terrorisme consistant en des actes isolés. Plongeons tout de suite dans les détails de cette affaire. L'incident survenu près de la Tour Eiffel a choqué Paris. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet acte barbare. L'accent est mis sur le suivi médical de Rajabpour Miandwab, décrit comme très instable et très influençable par les sources sécuritaires. Son passé judiciaire révèle une interpellation en 2016 pour un projet d'attaque à la défense, suivi d'une condamnation à 5 ans de prison dont il a purgé 4 ans. Rajabpour Miandwab vivait chez ses parents en Essonne et avait diffusé une vidéo de revendication sur les réseaux sociaux, mentionnant l'actualité, le gouvernement et le meurtre de musulmans innocents. La vidéo aurait été postée en même temps que l'attaque selon les sources policières. Le ministre de l'Intérieur a précisé que l'attaque a débuté par l'agression d'un couple de touristes, le mari succombant sous les coups. Il aurait également dit, de toute façon les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir. Voilà ce que je sais moi, mais je laisserai évidemment le parquet témoigner de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis. L'intervention héroïque d'un chauffeur de taxi a sauvé la vie de la femme. L'assaillant a ensuite traversé le pont, agressant 2 autres personnes, dont l'une a été gravement blessée à l'œil. Des témoins ont décrit des scènes de panique et la police est intervenue rapidement, mais le mal était déjà fait. Si on regarde un peu l'actualité en ce moment, c'est pas si surprenant que ça. Enfin, faut pas s'étonner complètement de ça. Et après, comme c'est des actes isolés, c'est très compliqué à prévenir. On en aura sûrement encore, les fêtes approchent. Voilà, malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas le dernier.
Cette attaque soulève de sérieuses questions sur la sécurité et le suivi des individus radicalisés. Cette attaque plonge Paris et la France dans une profonde réflexion. Même si, bien sûr, l'efficacité et la rapidité de l'intervention policière méritent d'être soulignées. Intervenus en quelques minutes, ils ont probablement évité d'autres victimes. Mais cette tragédie soulève des interrogations cruciales sur notre capacité à prévenir de telles atrocités. Car comment un individu connu pour son radicalisme et ses troubles psychiatriques a-t-il pu échapper au radar des autorités, sachant surtout que l'alerte Vigipirate est à son maximum? Désormais, c'est toute la stratégie de prévention qui est scrutée à la loupe. Et cet événement pourrait bien entraîner des changements significatifs dans la surveillance et le suivi des individus radicalisés. D'ailleurs, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont exprimé leur ferme détermination à lutter contre le terrorisme. Mais au-delà de la lutte acharnée, cette attaque ravive également le débat sur le lien entre santé mentale et radicalisation terroriste. Car ne l'oublions pas, bien que des extrémistes opèrent au nom de l'islam, la véritable motivation du terrorisme est un désir de tuer et de détruire. Alors, certains estiment qu'il est peut-être temps de repenser notre approche de ces problématiques et d'intégrer une dimension plus humaine et préventive. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et toujours à ce sujet, des papiers officiels indiqueraient que le nom du terroriste était Iman et non pas Armand jusqu'en 2003 et qu'il aurait posté une vidéo en arabe faisant allégeance au groupe État islamique. Le président du Centre d'analyse du terrorisme a déclaré qu'en 2018, le rapport de l'expert psychiatre n'avait pas démontré de troubles chez cet individu et selon la DGSI, il y aurait actuellement 462 détenus radicalisés en France, dont une grosse cinquantaine qui sont encore incarcérés durablement, mais qui constituent une menace grave en raison du prosélytisme qui a lieu dans les prisons en matière de radicalisation. Et aux Philippines, un autre attentat à la bombe, cette fois lors d'une messe catholique, a causé la mort d'au moins 4 personnes et en a blessé une cinquantaine d'autres. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Le contexte aux Philippines est tendu. Depuis plusieurs années, des groupes d'insurgés musulmans et des rebelles communistes créent des troubles dans le pays. Et en mer Rouge, les rebelles Houthis du Yémen ont mené plusieurs attaques ciblant des navires britanniques, américains et présumément israéliens. Ces attaques ont impliqué des tirs de roquettes, des missiles et des drones. Les Houthis ont revendiqué ces attaques, déclarant avoir visé des navires israéliens en représailles à la situation à Gaza. Et aux États-Unis, le 30 novembre, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté une action en justice contre Pfizer. Il accuse le fabricant de médicaments d'avoir présenté de manière trompeuse l'efficacité de son vaccin Covid-19 en déformant les résultats d'un essai clinique. Le procureur a déclaré, je cite, « Nous cherchons à obtenir justice pour les habitants du Texas, dont beaucoup ont été contraints par des obligations vaccinales tyranniques à prendre un produit défectueux vendu sur la base de déclarations mensongères. » Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui encore, et c'est un sujet qui sera certainement à la une pendant un moment, je vais vous parler de l'épidémie de pneumonie en Chine. Les infections de cette pneumonie se sont propagées rapidement parmi les enfants en Chine et se sont maintenant étendues aux adultes, les médicaments étant inutiles pour les aider. Des reportages chinois indiquent que la demande de soins médicaux est si forte que Pékin a rouvert un hôpital de fortune pour faire face à la situation. Le ministère taïwanais de la Santé a conseillé aux personnes âgées, aux jeunes enfants et aux personnes faiblement immunisées d'éviter tout voyage inutile en Chine continentale. Cet avis concerne également Hong Kong et Macao. Taïwan se méfie des épidémies en Chine depuis l'épidémie de SRAS il y a 20 ans. De plus, beaucoup de décès ont été enregistrés parmi les membres du Parti communiste chinois. 9 professeurs sont décédés il y a quelques jours. 8 d'entre eux étaient membres du Parti communiste chinois. Le plus jeune avait 41 ans. Aucune des notices nécrologiques ne mentionne la cause du décès. Ces décès surviennent dans le contexte de cette fameuse pneumonie non diagnostiquée, et cette tendance n'est pas nouvelle. En octobre, au moins 66 hauts fonctionnaires du PCC sont décédés.
Un autre pic a été atteint en décembre de l'année dernière, lorsque le Covid-19 a balayé la Chine. Plus de 60 hauts responsables du parti sont décédés en l'espace d'un mois. Outre les fonctionnaires, des tragédies sont signalées dans le pays. Quelques jours après avoir diagnostiqué une pneumonie à mycoplasme chez un garçon de 8 ans, une infirmière a découvert qu'il souffrait d'un infarctus cérébral. Selon les médias chinois, les médecins ont retiré de gros morceaux de caillots sanguins au cours de l'opération. L'infarctus cérébral survient généralement chez les patients âgés de 70 ans ou plus. Alors que l'épidémie de pneumonie fait rage en Chine, les écoles des grandes villes du pays demandent aux enseignants et aux élèves malades de rester chez eux. L'épidémie actuelle a surtout touché les enfants, mais un expert médical chinois craint que les adultes plus âgés ne soient les prochaines victimes. En effet, le pays s'apprête à célébrer le Nouvel An, une période où les familles se déplacent souvent pour les vacances. Des personnes âgées en Chine sont mortes en série après que Pékin a levé ses restrictions liées à la pandémie. Les hôpitaux et les pompes funèbres étaient réellement débordés. Pourtant, mercredi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a minimisé l'importance de l'épidémie. Dans un discours prononcé devant les Nations Unies, il a déclaré que la situation était sous contrôle et que la Chine accueillait des visiteurs du monde entier. L'Organisation mondiale de la santé s'occupe du suivi de l'épidémie avec la Chine. L'une des questions principales est celle de la résistance aux antibiotiques. Ces médicaments sont utilisés pour traiter l'infection causée par la pneumonie à mycoplasme, mais les médecins constatent une résistance généralisée à ces médicaments. De ce fait, l'épidémie de pneumonie pourrait favoriser l'émergence d'une menace encore plus grande, le développement de souches résistantes aux antibiotiques d'une bactérie courante et potentiellement mortelle. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et pour conclure cette édition, je vous propose de plonger dans l'histoire de l'acupuncture. Sous la dynastie Song, l'acupuncture était déjà largement reconnue pour ses bienfaits thérapeutiques. Des praticiens compétents ont utilisé cette technique remarquable pour guérir des maladies complexes et tenaces. Une anecdote connue est celle de Fan Juicy, qui a traité un patient en cachant une aiguille dans un tube en faisant semblant d'appliquer le médicament avec le tube tout en insérant rapidement l'aiguille dans le point d'acupuncture, ce qui a permis au malade de guérir. Aujourd'hui, l'acupuncture est utilisée pour soulager des conditions telles que l'anxiété, la dépression, les douleurs chroniques, les migraines et les problèmes de fertilité et autres affections. Cette pratique traditionnelle est souvent utilisée comme traitement complémentaire ou alternatif dans le cadre des pratiques médicales modernes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.